Je crois que savoir parler efficacement, ça devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à ça, en fait, on peut se faire entendre dans plein de domaines différents, comme la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, dans ses discours politiques. Alors bonjour, je me présente. Je m'appelle Magali Barclay et je suis de la société Chrysalide CFC, pour conseil, formation, communication. Ce que je fais, c'est que j'aide les structures à booster leur évolution au travers de 3 choses. Tout d'abord du conseil en stratégie de communication, des formations dans ce domaine-là et aussi le pilotage du plan d'action. Alors je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Parler, être écouté. Je suis ravie d'animer ce podcast. Je voudrais faire avec vous un voyage hebdomadaire pendant lequel on recevra des spécialistes du domaine. Nous échangerons aussi sur des sujets pour éveiller les consciences, notamment sur le lien entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Alors vous êtes prêts ? On y va ? Je vous emmène avec moi ? Allez, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parler, être écouté. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir une personne qui s'appelle Philippe Gabillet pour raconter un petit peu d'où vient Monsieur Gabillet. Il est actuellement professeur de psychologie sociale dans une business school parisienne. Pour ne pas la nommer, elle s'appelle ESCP Business School Paris. C'est une personne qui est spécialisée sur l'optimisme. On va en parler tout au long de cette interview. Alors, quand on regarde un petit peu, il a toujours voulu donner envie aux autres d'être plus heureux. Donc, vaste programme, donner envie aux autres d'être plus heureux. Et pour arriver à tout ça, il a une expérience assez diverse et variée puisque il a été d'abord universitaire, il a été tour à tour consultant, cadre d'entreprise, auteur, coach de vie, chercheur aussi en développement personnel. On en parle pas mal d'en parler, être écouté, donc ça va être très riche d'avoir des informations là-dessus. Professeur de psychologie. Et un jour, il a aussi été conférencier professionnel, spécialiste dans l'optimisme, donc je le disais tout à l'heure, mais aussi de la chance, du changement bénéfique et de la réussite heureuse. Alors moi, c'est par le biais de conférenciers que je vous ai connu. Tout d'abord, j'ai assisté à une formation sur la créativité par un monsieur qui s'appelle Régis Dupin, pour ne pas le nommer, qui fait partie d'une coopérative d'entrepreneurs dont je fais partie, qui s'appelle le Périscope. Et à la fin de sa formation, il nous a montré une vidéo qui s'appelle La Chance. Et donc, c'est comme ça que je vous ai découvert, Monsieur Gabillet. J'ai adoré cette vidéo. Je l'ai tellement adorée que je l'ai gardée. Et je la passe à mes étudiants, parce que je suis enseignante à l'IUT de Saint-Nazaire, et je leur passe en début d'année. Parce que je trouve que c'est une vidéo qui, pour des étudiants, donne un message vraiment inspirant. Et plusieurs de ces étudiants, à la fin du cours, m'ont dit « Ah, mais c'est génial, c'est vraiment inspirant et ça nous donne des clés, des idées pour réussir notre année. » Voilà. Donc, merci à vous déjà pour cette vidéo. Merci. Par la suite, je coordonnais un événement et on avait besoin d'un conférencier. Et donc, je vous ai appelé. Vous étiez en liste avec plusieurs autres conférenciers. Et le groupe que je coordonnais, composé de 7 dirigeants d'entreprise, a choisi votre conférence. Puis, il y a eu le Covid et tout ça, la Covid plutôt. Et voilà. Mais encore, donc, du coup, aujourd'hui, je suis vraiment ravie pour tout ça, de vous avoir en face de moi et de pouvoir échanger avec vous à bâton rompu. Moi, je suis ravi d'être avec vous. Voilà. Ah, super. Eh ben, écoutez, on va commencer donc l'interview. Déjà, l'idée, c'était de vous interviewer au travers de ce podcast, Parler, être écouté. Et en fait, on a 4 pans depuis le début. On en est à la 14e interview. Et à chaque fois, j'interviewe des personnes sur des sujets différents, soit sur la connaissance de soi et des autres, soit sur la gestion du stress et des émotions, soit sur le non-verbal et le paraverbal, soit sur le discours. Parce que je considère que c'est des pans vraiment importants de la prise de parole en public. Aujourd'hui, changement. J'ai décidé de poser des questions sur ces 4 pans et parce que effectivement, au travers de votre expérience, je pense qu'on touche un petit peu à tout ça. Voilà. Pour commencer, j'aimerais vous poser une première question sur la connaissance de soi et des autres. J'aimerais connaître vos outils pour aider les personnes à se rapprocher de ce pourquoi ils sont faits, puisque c'est quelque chose que vous mettez en avant. Qu'est-ce que d'après vous peut être utilisé pour ça ? Il me semble quand même que dans le fond, le risque, c'est en permanence, quel que soit notre âge d'ailleurs,
de finir par croire que les objectifs, les talents, etc., que les autres nous prêtent sont obligatoirement les nôtres. C'est-à-dire être trop à l'écoute des autres et parfois pas assez à l'écoute de soi. Je pense qu'il y a un vrai travail que tout le monde peut faire, qui est tenter de se remettre aussi à l'écoute de soi-même, c'est-à-dire des questions très simples du genre de quoi j'ai vraiment, vraiment envie. Même si en apparence, c'est pas très raisonnable, ça correspond pas à ma formation. On a rarement des désirs qui sont des désirs qui arrivent comme ça. Et généralement, quand quelqu'un nous dit tu prends tes désirs pour des réalités, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être aussi que la réalité que je voudrais me créer pose un problème par rapport au désir de la personne qui est en face. Donc, il faut toujours être vigilant avec ça. Et je pense que, comme on est la personne, chacun d'entre nous, hein, on est vraiment la personne avec qui on a passé le plus de temps dans notre vie. Donc, l'idée selon laquelle ça serait les autres qui nous connaîtraient mieux que nous-mêmes, je trouve que c'est une idée qui est très discutable. Je pense qu'en fait, on se connaît tous beaucoup plus que l'on croit, ou plutôt, ce qu'il faut connaître sur nous, on le sait, plus ou moins, mais ça a été parfois un peu mis sous le boisseau par la culture, l'éducation, les contraintes de la vie familiale, de la vie professionnelle ou autre. Donc, le premier outil, et ça, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas vraiment un outil, c'est plutôt une démarche, se dire comment est-ce qu'on peut se remettre à l'écoute de soi-même. Ben, vous avez des gens, ils ont besoin, par exemple, de passer par l'écriture. Ils vont avoir besoin de dire, tiens, je m'achète un journal et je vais commencer à écrire sur moi, sur ce que je pense. Mais ça restera pour moi, quoi. Mais le processus d'écriture peut être un processus. Il y en a qui vont avoir peut-être besoin de passer par autre chose, pourquoi pas l'expression artistique, qui sait, le dessin, la peinture, la sculpture, la musique. D'autres, ils vont avoir besoin vraiment de passer par l'introspection. La méditation, la relaxation, peuvent être des outils intéressants. Et puis, il y en a qui vont avoir besoin, et d'ailleurs, ce n'est pas exclusif les uns des autres, hein, ça peut être aussi un mix. Parfois, on va avoir besoin d'un tiers. Alors, le tiers, ça peut être le meilleur ami ou la meilleure amie, ça peut être aussi un coach professionnel, ça peut être un travailleur social, ça peut être… Bon, mais une personne qui va nous servir en quelque sorte de sparring partner par rapport à un certain nombre d'idées. Alors, simplement, là où il faut être prudent, c'est qu'il y a des gens dont c'est le métier d'être sparring partner, le coach professionnel, le confesseur, c'est leur job. Bon. Et puis après, il y en a, c'est pas leur job. Donc, ils peuvent avoir un avis, mais c'est pas, leur avis n'a pas plus de valeur que le nôtre. Hein. Mon meilleur ami, mon conjoint, même éventuellement peut-être le gars des RH dans l'entreprise. Bon, sauf s'il est vraiment certifié. Ouais. En tout cas, au départ, ce qui va compter, c'est cette démarche, c'est-à-dire se dire, si je me pose cette question, le fait même de se poser la question, est-ce que je suis vraiment en alignement? Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose quelque part, alors je ne vais pas dire qu'il cloche, mais si tout était totalement aligné, je ne poserais pas la question. Oui, il y a déjà quelque chose qui gratte quelque part. Quoi. Voilà. On dit toujours, oui, quand un individu on vit tous dans des zones de confort, tous, de toute nature. Et je dirais, c'est très bien. Heureusement qu'on en a. Vous imaginez quelqu'un qui ne vivrait que dans des zones d'inconfort, ça serait terrible. Oui, c'est fatigant à force. Il arrive que ce qui est en apparence objectivement une zone de confort devient subjectivement une zone qu'on qualifiera au départ peut-être d'inconfort, mais au sens de routine, d'habitude, en fait, c'est l'autoroute qu'on a dans le cerveau. Il y a des habitudes auxquelles on tient parce qu'elles nous plaisent bien, elles sont créatrices d'énergie. Et puis il y a des habitudes dont on finit par penser qu'elles sont un peu ou énergivores, ou qu'elles nous empêchent, voyez, d'accéder à autre chose, etc. Et c'est là où va se poser le problème de la bifurcation. Voilà, la bifurcation. Et je crois que d'ailleurs, généralement, une des seules façons, en fait, de se remettre vraiment en énergie, c'est effectivement
de faire le choix à certains moments de la bifurcation. Alors, ça peut être des bifurcations de pleine nature. Hein. De pleine nature, vous avez des bifurcations de territoire, par exemple. On change d'endroit, on redécore son appartement. Bon. Il y a des bifurcations de relations. On voit davantage certaines personnes et moins d'autres, voire on va voir des gens nouveaux. Il y a des bifurcations d'habitude. Par exemple, il y a des bifurcations d'habitude, de rituels, etc. On va tenter d'acquérir de nouveaux rituels quotidiens pour faire des choses. Vous voyez, il y a des bifurcations de projets. C'est ça. Et Philippe, vous disiez justement que pour se remettre en énergie, donc on peut considérer que par exemple l'un des signes, c'est peut-être une perte d'énergie aussi, de se dire est-ce que je suis vraiment dans mon bon chemin? Alors, ça peut être une perte d'énergie. Mais alors là, moi, sur le coup, je pense qu'il faut que les gens comprennent que l'énergie, c'est pas un truc qui est, c'est pas éthéré, quoi, l'énergie. Hein. On est quand même un corps. Donc, nous sommes une réalité biochimique. Si je suis un garçon ou une femme plutôt énergique et que brutalement, j'en ai plus, on va pas commencer. Si on commence par faire porter le chapeau au mental, c'est une possibilité. Mais il faut toujours se demander si j'ai pas assez d'énergie. Peut-être que parce qu'il est en train de m'arriver quelque chose qui m'a fait modifier un certain nombre de mes routines. Pour garder le sommeil, par exemple, pour garder la nourriture, pour garder la respiration, l'exercice physique, et se demander si effectivement c'est pas tout ça aussi qui est en train de me plomber. Que la raison, elle soit dans je suis pas bien dans mon couple, je suis pas bien dans mon travail, etc. Peut-être, mais au départ, c'est quand même très, très, très physique, vous voyez, et physiologique. Je pense qu'il est qu'est-ce qui me donnait de l'énergie et que je n'ai plus et qui me plombe mon énergie, mais ça me coûte parce que justement, il y a quelque chose qui fait que dans ma vie, quoi. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, c'est très intéressant sur cette partie-là. Et du coup, donc, les outils, vous en avez parlé un petit peu pour rebondir là-dessus. Effectivement, moi, j'utilise pas mal la méditation. Et il y a un exercice que j'ai découvert un jour qui était de se replonger quand on était tout petit et de retrouver ce qu'on appelle en développement personnel, en tout cas notre enfant intérieur. Et donc, j'ai vu ma petite fille de 6 ans qui m'a parlé et ça a été vraiment, comment dire, ouais, j'ai retrouvé ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai fait le lien avec pourquoi je le suis aujourd'hui. Donc, à 6 ans, déjà, en fait, j'avais envie de faire, de transmettre aux autres. Et ma petite fille de 6 ans m'a parlé. Donc, c'est quelque chose qui permet aussi de voir d'où on vient et pourquoi est-ce qu'on en est là où on est. Et sachant que, vous voyez, par exemple, je prends l'exemple en hypnose, par exemple, et en particulier en hypnose ericksonienne, il y a une hypothèse de travail clinique qui est que la petite fille de 6 ans ou 9 ans, en fait, elle est toujours là. Simplement, c'est un niveau de conscience qui a été un peu recouvert par d'autres types de choses. Mais la petite fille de 9 ans ou de 6 ans, on peut se recontacter avec elle, vous voyez, via la méditation, via l'hypnose, via un certain nombre d'expériences de cette nature-là, se remettre en contact avec ce qui est en fait un niveau de conscience, en quelque sorte, Oui, ça. Et pour voir ce que ce niveau de conscience, est-ce que ce niveau de conscience aujourd'hui peut m'apporter quelque chose dans ma décision. Ça peut être le cas d'ailleurs ou pas. Encore une fois, vous voyez, il faut se méfier moi, dans le monde du développement personnel, j'ai toujours été très très prudent face à l'idée que c'est toujours l'intuition qui est meilleure que la réflexion, que tout ce qu'on ne voit pas nous fait plus sens que ce qu'on voit. Tout ça, ça me semble être des choses parfois un peu excessives. Ce sont simplement des outils et il faut mieux, dans le monde dans lequel on vit, il faut apprendre à jongler entre ces différents niveaux. Que parfois, pour se sortir d'une situation, le raisonnement, la réflexion et le discernement sont tout aussi bons que l'intuition. Voilà. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que j'en parlais avec une amie la dernière fois, on se disait des fois le développement personnel ou sortir de sa zone de confort, en fait, c'est quelque part retrouver ce qu'on est, en fait. Oui, absolument. Voilà, c'est pas se développer, c'est retrouver qui on est, parce que c'est comme si on s'était un peu entouré de couches d'oignons qui ne nous correspondaient plus, mais c'est retrouver notre essence du cœur de l'oignon. Et sortir de sa zone de confort, c'est retrouver le chemin où on est bien, en fait. Et très probablement, moi j'ai toujours défendu l'idée que ce que l'on appelle en fait
voilà, dans le vocabulaire courant, dans le monde des sciences humaines, ce qu'on appelle le développement personnel. C'est un processus, un double processus, à la fois d'optimisation de ce qu'on est et d'alignement. C'est-à-dire que les deux outils sur lesquels il faut travailler, c'est mieux faire avec ce que je suis, et donc pour ça, bien comprendre, est-ce que je connais bien tous mes talents, je vais optimiser, et ensuite, je vais essayer de mettre ça en alignement par rapport à mes désirs, mes projets, mes aspirations profondes, etc. On est vraiment sur ces deux logiques-là, et on voit d'ailleurs très bien quels sont les deux dangers du développement personnel. Il peut y avoir un danger au niveau de l'optimisation, c'est-à-dire qu'on s'entête à travailler quelque chose sur lequel, fondamentalement, on n'est pas doué. On n'est pas doué, c'est pas notre talent. C'est pour ça qu'il y a aussi un travail de deuil de choses. Un être humain, il a 24 heures dans sa journée. Quelqu'un qui va vivre 90 ans, il aura vécu à peu près 790 000 heures, vous voyez. Donc, on ne peut pas tout faire. Donc, il y a vraiment des choix à faire. Et après, il y a un processus d'alignement. Ce qui est embêtant, c'est de s'embarquer sur des projets sans issue ou ou gaspiller son énergie sur un certain nombre de choses. Et parfois, pour ça, on va avoir besoin d'un tiers. C'est clair. Tout à fait, pour nous guider, pour nous orienter. Moi, tout à fait. J'y ai eu accès à plusieurs reprises et en tant qu'entrepreneur, c'est juste un cadeau qu'on se fait et qui est génial, quoi. Ça nous permet d'évoluer. Bon, super. Deuxième question, du coup, sur la gestion du stress et des émotions. Donc, c'est le deuxième pan dont je parle beaucoup, d'en parler, être écouté. Est-ce que vous considérez, vous, l'optimisme comme un bon anti-stress ? Oh, ça serait peut-être, disons que ça peut, oui. Alors, en tout cas, il est sûr qu'une posture pessimiste face à une situation d'incertitude va créer du stress. Vous imaginez, je dois prendre la parole devant un groupe et je commence par me dire, non, mais de toute façon, je maîtrise pas assez mon contenu, je vais pas trouver mes mots, je suis pas convaincu que ça va bien se passer, je la sens pas cette salle, etc. La posture pessimiste en tant que telle, elle n'est pas énergisante. Voilà. Donc, il est clair que de ce point de vue-là, l'optimisme, parce que l'optimisme est un état d'esprit, en fait, qui va me conduire à considérer que le meilleur est possible, que le verre à moitié plein est plus intéressant que le verre à moitié vide, et puis que la vie n'est faite que d'actions. Si je suis dans cette logique-là, effectivement, ça va, en tout cas, ça supprime pas mon stress, mais ça m'en fait un stress peut-être plus positif. Et moi, j'ai l'habitude de dire que l'optimisme, en fait, c'est mettre la réalité, mais vraiment la réalité, sous la tension la plus positive possible. Voilà. Voilà. Alors après, ça n'enlève rien après à la préparation, à tout cet aspect-là. Il est clair que, en tout cas, mais là, on n'est pas dans le trait de caractère, vous voyez. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des grands pessimistes, mais ils avaient appris, par exemple, avant de faire une présentation, avant de faire une conférence, ils avaient appris à se mettre dans un état qui allait les optimiser. Ils restaient profondément des pessimistes par rapport à la vie, mais par rapport à l'action qu'ils allaient mener là dans l'heure qui venait, ils avaient fait tout ce qu'il fallait, préparer. Et très souvent, il y a beaucoup de grands conférenciers, parce que moi, c'est surtout le monde que je connais, qui sont en fait des très, très grands anxieux. Oui. Mais ils vont compenser par la préparation, ils vont compenser certains par la visualisation mentale, etc. Il y en a d'autres, il y a des hommes et des femmes qui, en fait, n'ont pas le trac, n'ont pas de... Voilà, ça dépend aussi d'une dimension très, très personnelle là-dedans. Oui, tout à fait. Puis des fois, ça change aussi, j'ai l'impression, la personnalité. J'ai notamment 2 personnes que j'ai interviewées, dont Larsen, qui est un mentaliste très connu, qui me disait que lui, dans la vie de tous les jours, il était très réservé, limite timide. Et en fait, sur scène, moi, j'ai travaillé avec lui, mais pas du tout. Et il me dit au contraire, moi, parce que sur scène, je me transcende et puis surtout, je sais où je veux emmener les gens. Il me dit, à partir de ce moment-là où je sais, j'ai pas avoir du stress, j'ai pas être timide, je suis voilà. Dès l'instant où on est, c'est un petit peu comme un acteur, c'est-à-dire que dès l'instant où on est dans une prise de rôle, et si l'acteur a le sentiment qu'il connaît son texte, ou en tout cas, si c'est un improvisateur, il a une expérience de l'improvisation qui fait que, quoi qu'il arrive,
il sait à l'avance qu'il trouvera une solution, même si c'est pas encore laquelle, là, on est bon. Voilà, c'est Là, ça. on est bon. Ouais, c'est magique. C'est en fait ce qui va nourrir ce qui va bloquer et créer du malaise, c'est si on se met tout d'un coup à avoir en même temps une focalisation sur ses faiblesses, un doute, et tout ça va venir nourrir un sentiment d'impuissance. Je ne vais pas m'en sortir, ça n'ira pas, j'ai pas de marge de manœuvre. Voilà, c'est ça. C'est là où ça va. Mais par définition, très souvent, vous voyez, la prise de parole, pour les gens dont c'est le métier, elle a un caractère parfois vraiment thérapeutique au sens fort du terme. Moi, j'ai eu des tas des fois où je suis arrivé pour un événement, j'avais la migraine, je n'étais pas en forme, etc. Et je dirais, l'énergie et l'adrénaline mobilisées pour la prise de parole font que ça disparaît. J'étais persuadé avant de monter sur scène que après j'allais dire au revoir à tout le monde, puis j'allais retourner à mon hôtel. Et en fait, pas du tout. J'ai terminé la soirée autour du buffet en buvant du blanc jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Quoi. Donc, voilà, et le malaise avait disparu pendant le malaise physique ou la fatigue avait disparu pendant la prise de parole. Oui, non, tout à fait. Comme vous dites que c'est thérapeutique, c'est vrai que moi j'ai vu plusieurs personnes qui étaient justement en manque de confiance en eux aussi parfois, et qui en réussissant une prise de parole en public, grâce au travail, grâce à la visualisation, grâce finalement en étant aussi optimiste sur le fait que en visualisant, bah, vous allez y arriver, et que la personne y arrivait, après, ben, c'est une marche de passer, quoi, en disant, je ne pensais pas être capable, mais bon, j'ai travaillé, j'ai essayé de le visualiser, et finalement, je vois que je le suis, donc je gagne en confiance en moi. Donc, c'est merveilleux quand on veut ça. Bon, ben, super. Alors, j'ai vu aussi, mais je le savais parce que je connais aussi une autre personne qui travaille avec vous, que vous êtes porte-parole de la Ligue des optimistes de France et président d'honneur de l'Association internationale Optimistes sans frontières, ASBL. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces institutions? Parce que je trouve ça assez original. Optimistes sans frontières, c'est une vieille histoire. Hein. Ça a été créé il y a maintenant plus de 15 ans. C'est basé en Belgique. Et moi, il se trouve que j'ai été président pour des raisons honorifiques pendant 2 ans, mais je n'ai pas été très, très actif. Non. La Ligue des optimistes de France, en revanche, ça c'est autre chose. C'est une structure qu'on avait créée donc en 2010, avec un bureau d'honneur d'ailleurs, qui était un bureau composé de gens très bien. On avait Jean d'Ormesson, Éric Orsena, Éric Schmitt. Enfin voilà, on a eu une présidente France Rock pendant des années. Là maintenant, c'est Thierry Saucé. Et donc, c'est une association purement citoyenne, vous voyez, hein, autour de la thématique de l'optimisme social. Disant, voilà, alors on a beaucoup de difficultés dans la société dans laquelle on vit. C'est peut-être pas une raison pour déprimer tout le temps. On a aussi besoin d'avoir des citoyens qui sont dans de l'engagement, qui fassent des choses. Et si on veut nourrir, en fait, un désir d'améliorer les choses, il faut aussi parfois montrer ce qui va bien, montrer là où on a des marges de manœuvre, parier sur l'action, même si parfois cette action, elle est imparfaite, elle est temporaire, mais au moins on va agir. Donc, on avait créé ça. Moi, j'avais écrit à l'époque Éloge de l'optimisme, qui était censé être le manifeste de cette association, qui a bien fonctionné. Et alors, au fur et à mesure, on a créé d'abord une newsletter qui sort d'ailleurs toujours, hein, sort toujours toutes les semaines, qui s'appelle donc la lettre optimiste, qui permettait en fait de donner on allait récupérer des papiers qui étaient parus dans la presse francophone, mais pas vraiment des bonnes nouvelles, parce que les bonnes nouvelles, ça vieillit très vite, en fait. C'était plutôt des papiers de réflexion sur la société, sur les comportements des gens, sur l'intérêt, même, je sais pas moi, médical, social, d'être plus positif dans la vie. Donc, on a développé ça, et on a créé, il y a maintenant 4 ans, des délégations régionales. Donc, je crois qu'il y en a 22 maintenant, et on a donc toutes les régions de France des délégués. Alors, ils ont été un peu arrêtés en vol par le Covid, hein, c'est incontestable. Mais maintenant, c'est en train de reprendre du poil de la bête. Ils organisent des événements locaux, des dîners, des déjeuners, des conférences. Il y a eu même une semaine de l'optimisme à Clermont-Ferrand. Je crois qu'il y aura un festival du livre optimiste dans plusieurs endroits de France l'année prochaine. Voilà, les choses sont. Alors, moi, je suis toujours vice-président, mais un peu à titre honorifique, parce que moi, j'ai lancé ça il y a 10 ans. Ben, moi aussi, je suis parti sur d'autres sujets. Voilà, que d'autres prennent le relais. J'avais mon métier de prof, je suis conférencier, mais je ne parle pas que d'optimisme. Voilà, je parle d'autres choses. Mais maintenant, ça a vraiment été repris en main par tout un tas de bénévoles qui font vivre ça dans les régions, et c'est assez formidable.
D'accord. Bah, écoutez, je mettrai le lien parce que ça peut peut-être intéresser certaines personnes de regarder. Et puis, ligue-des-optimistes.fr. Voilà. Ouais, bah, je mettrai sur le lien. C'est ce qui est pratique avec le podcast aussi. Alors, pour continuer sur le verbal et le paraverbal. Alors, l'optimisme enfin, je pense, l'optimisme, la positivité se lisent sur le corps. Quand on parle de non-verbal, on dit que quand on voit quelqu'un, c'est à 80% le physique qui renvoie déjà un message avant même que la personne ouvre la bouche. La position des épaules, la crispation ou non du visage, la voix, la façon dont on pose sa voix, est-ce qu'on part dans les aigus ou pas. Comment est-ce que vous faites vous, ou comment est-ce que vous pourriez nous donner des informations pour incarner cette posture, justement, quand on parle à l'oral? Je dois dire que je trouve la question est géniale, quoi. Mais si ce n'est que moi, je ne me la suis jamais posée parce que, vous voyez, moi, j'ai 65 ans. Bon. Oui. Aussi loin que je me souvienne, mais loin, j'étais déjà à l'école primaire, quoi. Moi, j'étais toujours naturellement partant pour prendre la parole. Je me souviens, je suis à l'école primaire, on me demande de faire des exposés sur des trucs auxquels, bien sûr, je ne connais rien, les étoiles, les planètes, les animaux, tout ça. Je rentre chez moi, je bouquine, je prépare des trucs. J'ai toujours adoré faire ça. Moi, la prise de parole, ça a toujours été… D'ailleurs, j'ai même eu assez rapidement un sentiment qui était un sentiment un peu curieux, mais je pense que plus j'avance, plus je pense que j'ai raison. Moi, sincèrement, je sais faire que ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, après, j'ai appris des choses, mais tout ce que j'ai appris dans mes études, tout ça, je l'ai oublié, c'est devenu obsolète, etc. Ma compétence clé, je sais prendre la parole. Et la preuve, c'est qu'à partir d'un certain moment dans ma vie, j'ai été payé pour le faire. Donc, ça voulait bien dire que j'étais au cœur du truc. Alors, ça aurait pu s'exprimer de façon différente. Moi, j'ai toujours été passionné par le théâtre, par le spectacle, etc. Il se trouve que dans la vie professionnelle, ça s'est incarné dans le métier de conférencier, qui me prend un nombre de jours important dans l'année. C'est devenu mon métier, en fait. Mais c'est plus mon métier principal et je suis prof à côté. Ouais. Mais je suis vraiment voilà, les Américains disent, aux Anglais disent un professional speaker. C'est mon métier, quoi. Je fais que ça. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours été… j'avais vraiment le sentiment que j'étais fait pour ça. Alors, cela dit, là où c'est intéressant, c'est que j'ai eu une fois ou deux, on me dit souvent, est-ce que tu as le trac? Alors, logiquement, je me dis, je suis tenté de répondre non, jamais. En fait, je l'ai eu deux fois. Donc, deux fois seulement? Ah oui. 2 fois en 40 ans. D'accord. Mais bien comme il faut. Ouais. La première fois, c'était moi, j'avais toujours pris la parole dans des environnements, vous savez, universitaires, voilà, un peu de théâtre, etc. Mais c'était un truc qui était cadré. Et en 1986-87, suite à voilà, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, il y a un dirigeant qui s'en va, je suis obligé de le remplacer au pied levé, et c'était avant un grand salon professionnel. Et là, les dirigeants me disent, écoute, ils devaient faire un certain nombre de conférences devant les clients, c'était à chaque fois 800, 900 clients, donc c'est toi qui vas le faire. Mais si ce n'est que moi, j'ai 28 ans, et je suis consultant, je ne suis pas du tout là pour faire le show. Et je lui dis, mais attends, mais c'est dans 3 semaines. Il dit, oui, mais non, mais tu vas avoir 4 conférences à faire devant 500, 600, 800 personnes, et sur des sujets en plus de techniques, des sujets… Il fallait que ce soit amusant, que le gars que je remplaçais, c'était c'était un orateur, quoi. C'était un gars. Et là, j'ai eu un coup de stress assez majeur. Je pense que les 3 nuits qui ont précédé la première des conférences, j'ai pas dormi. C'était au mois de mai, donc ça devait être en mai 86, je crois, 86 ou 87. J'ai pas dormi et tout. Et je suis rentré dans la salle. À l'instant où j'ai mis les pieds sur la scène, de toute façon, le sentiment de malaise, je dirais, a disparu. Oui. J'ai fait la conférence. Ça a été un succès. Les gens ont applaudi. Ils sont venus me donner mes trucs à la fin parce qu'ils voulaient que je vienne le refaire dans leur entreprise. Et je n'ai plus jamais. Donc ça, c'est en 80. Plus jamais eu. Sauf une fois. C'est la première fois que j'ai dû faire un TED, donc une conférence TED en anglais. Ah oui. Et sans notes. Ah, d'accord. Donc là, en fait, et alors surtout, c'était dans les locaux de l'ESCP.
mais on avait une connexion mondiale, et donc j'avais en fait 10 000 personnes en ligne qui m'écoutaient. J'en avais 200 en face de moi. J'en avais 10 000, et tout ça en anglais. Et là, dans l'heure et demie qui a précédé, honnêtement, j'étais à l'ouest, comme on dit. Hein. Là, je ne me sentais pas à la limite du malaise physique, à la limite. Et là aussi, pareil, quand il a fallu y aller, j'y suis allé. Le truc s'est très très bien passé. Puis depuis, je fais des conférences en anglais. Voilà. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de sortir entre guillemets de sa zone de confort et que ce soit un succès. Bah là, mais c'est vrai que, par exemple, je pense qu'il y a effectivement, j'en ai beaucoup parlé, moi, avec des collègues qui, eux, se sont formés pour être conférenciers. Je me rends compte, il y a effectivement des techniques, des choses comme ça. Moi, je ne les connais pas. Alors, j'ai même eu un jour une discussion très intéressante avec quelqu'un qui voulait me former. Qui m'avait dit, elle me dit, oui, mais ce que tu fais, c'est très bien, mais moi, je pourrais te former, tu seras encore mieux. Et je dis, mais oui, mais le problème, c'est que me former, ça va vouloir dire me formater. Or, aujourd'hui, ce sont mes défauts qui vont donner mon style. Alors après, il a fallu que je crée un style, c'est-à-dire que voilà, je travaille moi beaucoup avec des images, par exemple. C'est toujours un truc qui est très spectaculaire. Et par exemple, je vais vous donner un exemple là qui est très récent, puisque ça va être dans 10 jours. Je suis en train de sortir là aussi de ma zone de confort. C'est la première fois dans 10 jours où je vais faire, c'est dans un théâtre de verdure, dans le sud de la France, pour une grande entreprise. Je vais faire ma conférence vedette sur l'optimisme, mais sans une seule image en support. Donc, je dois inventer un contenu qui va, avec les histoires, etc., tenir en lui-même sans le support des images. Je vais y arriver, parce que c'est dans 10 jours. Je dirais, j'ai 3-4 jours là pour le préparer. Bon, il y a un léger, c'est pas un léger stress parce que je connais bien mon contenu. Et là, simplement, il faut que j'intègre le fait que j'ai plus d'image, j'ai rien qui m'aide. Qui suit le truc. Là, il va falloir y aller, il va falloir que je compte sur ma voix, il va falloir que je compte sur les histoires que je vais raconter. On va faire un peu. Il y aura toujours une partie d'improvisation, parce que l'improvisation, en ce qui me concerne, me met vraiment à l'aise. Le fait de ne pas savoir à l'avance totalement ce que je vais raconter, ça me donne vraiment une énergie. Alors que si je veux essayer de tout boucler, ça n'ira pas. Et c'est vrai que moi je suis notamment une formation là-dessus. On nous guide pas mal sur tout boucler, tout machin, mais chacun effectivement son style. Et je peux comprendre qu'aussi l'improvisation, ça fasse aussi du bien, quoi. Alors cela dit, c'est vrai que dès l'instant où on maîtrise bien son contenu, donc on sait qu'on est cadré. L'improvisation, elle sera plus facile si on part sur quelque chose de cadré. De même que ce qui peut être aussi intéressant quand on a des prises de parole assez structurées, c'est en revanche d'improviser sauf les charnières. C'est-à-dire que les 4 premières phrases, les 4 dernières et les 2 fois 4 phrases qui feront les charnières entre les parties, on les connaît par cœur. Et le fait même de savoir qu'on les connaît par cœur, ça nous donne, vous savez, comme des points d'ancrage sur une paroi. Et ça va limiter considérablement l'anxiété. Alors, je voulais vous poser une dernière question qui concernait le discours et la rédaction des textes. Comme vous êtes vous-même conférencier depuis des années, vous avez aussi été chroniqueur, j'ai vu, sur RMC. Donc c'est pareil, c'est des choses qui se préparent avec des informations à passer. Quels sont vos trucs et astuces, vous, pour préparer vos discours, vos écrits? Alors, vous disiez qu'il y avait pas mal d'improvisation, les méthodes charnières. Je sais que vous mettez aussi beaucoup d'humour. Moi, j'aime beaucoup votre humour. Comment est-ce que vous fonctionnez pour passer ces messages-là? Alors, généralement, d'abord, une chose qu'il faut voir, c'est que quand j'étais à la radio, on était il n'y avait pas de préparation puisqu'on était en direct. Ah oui, d'accord. On était en direct. Simplement, on recevait la veille au soir les brèves d'actualité qu'il allait falloir commenter. On se préparait quand même quelques réactions pour pas être. Moi, il y avait des sujets sur lesquels j'étais nul, par exemple. Vous voyez, le sport. Il fallait quand même que j'ai une opinion là-dessus. Bon. Ah oui. Quand on est à la radio, surtout quand on est en direct, c'est différent. On reçoit les brèves la veille et on prépare des réactions, mais à quelques mots-clés. Et puis après, c'est de l'impro pur, quoi. Alors, la conférence, c'est un peu différent. Là, tout le monde a ses
à ses propres trucs. Moi, ce que je fais, surtout quand je dois préparer, alors il y a des conférences qui sont, elles sont vraiment, je les ai faites tellement de fois que en fait, mon esprit en fait est accroché aux images que j'utilise. D'accord. Voilà. Mais enfin, ce qui est clair, c'est que je n'ai jamais, mais vraiment jamais à ce jour, rien rédigé. Ah Donc, oui, d'accord. Ah, il n'existe ok. aucune trace écrite des conférences, j'ai tout dans la tête. D'accord. Donc c'est Voilà. vraiment des images visuelles. Vous êtes à Ouais, dominante visuelle peut-être. ouais, ouais. Ah ben, là, clairement. D'accord. Et, voilà. Alors, cela dit, quand il s'agit, par exemple, de préparer une intervention ou une prise de parole sur un nouveau sujet, moi, je fais ça de façon très classique. Je me récupère un certain nombre d'articles, si possible d'ailleurs plutôt simples, parce que quand on est en prise de parole devant des grands groupes, c'est pas la peine de faire une thèse de doctorat ou un cours d'amphi. Donc, quelques idées simples et que je vais élaborer. J'utilise en fait des outils très simples, hein. J'utilise beaucoup la fonction plan de Word, par exemple. Comme ça, D'accord. je mets tous mes éléments dedans et progressivement, je vais les mettre dans l'ordre. Et il y a parfois aussi un certain nombre de. Moi, j'ai souvent donné à des conférenciers ce que j'appelle des routines. Quand on veut parler d'un sujet, ou même quand on veut, même parfois improviser sur un sujet, je propose très souvent de faire quand on me dit, ah, je ne sais pas comment m'y prendre pour parler de ce sujet-là, qu'est-ce que je fais? Ouais. Moi, j'ai toujours proposé la même routine, et c'est une routine, en fait, qui a vocation à être dépassée. C'est-à-dire que c'est une routine qui permet simplement de mettre noir sur blanc les idées clés, Ouais. et derrière, on en fera ce qu'on pourra. Pour moi, la routine, c'est premièrement, par exemple, je suis sur un sujet, je sais pas moi, l'optimisme, Ouais. j'en ai fait à nouveau sur l'inattendu, peu importe. Premier truc, les stéréotypes et les idées reçues. D'accord. Qu'est-ce que vous croyez que vous savez sur ce sujet-là? Qu'est-ce Ok. que vous croyez qu'est l'optimisme? Pour vous, l'audace, ça vous dit quoi? Hmm. Est-ce que c'est la même chose que le courage ou la témérité? Les Hmm. idées reçues. Bon. Hmm. Et là, déjà, on peut en mettre un paquet. Il sera toujours temps derrière d'aller voir ce que je prends ou je ne prends pas. Hmm. Dans un deuxième bloc, c'est ce qu'il faut vraiment savoir sur ce sujet-là. Voilà, qui a Les été quel- vraiment prouvé, les limite. quelque chose Ouais. à Hmm. savoir. D'accord. D'accord. Euh, Toujours dans un deuxième temps, qu'est-ce que vous pouvez en faire pour vous? Hmm. Voilà, À votre titre personnel. l'utilité pour vous, parce qu'on est toujours, voilà, qu'est-ce que ça va me, à Et quoi ça va me servir? dans un troisième temps, Hmm. qu'est-ce que vous pourriez en faire pour les autres? En quoi Ouais. c'est utile pour les autres? Hmm. Je sais pas moi, les rendre plus optimistes, les Hmm. rendre plus audacieux, Hmm. les préparer à l'inattendu, à l'imprévu. Hmm. Donc, Hmm. quatre comme ça, Hmm. avec plein de prises de notes complètement en désordre, si vous voulez. Ouais. Et à partir de là-dedans, je vais choisir. Je vais voir Ouais. comment est-ce que je vais bâtir. Hmm. Et ce que je fais, c'est qu'en même temps, mais comme j'ai commencé il y a des années, si vous voulez, donc j'ai beaucoup Oui. de, je vais récupérer Hmm. des petites images sur Google, Voilà, c'est ça. et d'illustrer tout ça. Oui, puis toujours avec Euh, beaucoup d'humour. C'est vrai que ça passe toujours mais mieux, après, effectivement. ça va venir, la partie humour, elle va souvent venir en cours de route. C'est-à-dire que D'accord. c'est un moment donné, en présentant la conférence, parfois d'ailleurs pendant comment vous dire, les 5-10 premières fois où je fais une conférence, je vais tester des choses, Hmm. des remarques, il m'est venu tout d'un coup une idée, je la teste, une Voilà, c'est punchline, ça. je la Pour voir teste. comment est-ce que les gens réagissent, est-ce que ça fait Moi, je rire ou trouve ça pas. très amusant, les gens n'y rigolent pas. J'ai Hmm. fait une fois, deux fois, bon. Après, je Voilà. teste un truc qui, moi, me semble un peu bof, quoi. Et manifestement, les gens sont contents, ils rigolent. Hmm. Je le garde. Non, Ouais, mais bon, c'est ça qui est drôle, c'est que des fois on on est s'y sur un attend espèce. pas. Voilà. Mais c'est aussi lié au fait que moi, je fais des interventions, enfin, comment dire, répétitives. Oui. Oui, j'en fais 100 Hmm. par an. Et donc, Ouais, c'est dans le ça. lot, Hmm. mais par exemple, très souvent, moi, il m'arrive en cours de route de repartir. Alors, je suis heureusement tenu par mes images parce que moi, pour une intervention qui va durer 40-45 minutes, j'ai toujours autour de 90 images, à peu près. D'accord. Ouais. Donc, mais qui sont très peu de texte, quasiment pas de texte du tout. Hmm. Alors, ça s'enchaîne. Moi, j'aime beaucoup les fichiers GIF parce que ils ont, Hmm. ils donnent un peu voilà, un peu Oui, de voilà, un petit peu de mouvement, oui, un on est petit peu beaucoup de dans le. mouvement. Oui. L'idée, c'est que j'essaye, moi, de faire en sorte que les différentes parties du cerveau des gens soient stimulées. Il y Hmm. a ce que je dis, il y a Hmm. les images que je passe en même temps, Hmm. qui parlent à une autre partie,
Et puis, il y a éventuellement la gestuelle Voilà. sur scène, si je raconte une histoire Mm. en la scénarisant un peu, quoi. Voilà, Voilà. qui va appuyer aussi les choses. Mais vous Bah, voyez, je pense à ça, c'est vous qui l'avez, vous l'avez évoqué dans votre présentation. mm. Il y a un cas assez intéressant, je trouve, c'est la fameuse vidéo que vous avez vue sur la chance. Mm. Ouais. Si c'est celle à laquelle je pense, c'était une vidéo qui était faite dans mon bureau. Oui, c'est ça. Parler à mes étudiants. Oui. Voilà. J'ai Il 5 faut minutes. savoir, J'ai 5 il faut minutes. savoir que cette vidéo, elle a été totalement, mais totalement improvisée, Oui. parce que je n'étais pas censé parler de ça. Mes étudiants étaient venus dans mon bureau, ils avaient besoin d'enregistrer des images libres de droit pour le service informatique de l'école, et je leur avais dit, mais de quoi vous voulez que je parle? En plus, c'était très tard le soir, c'était Mm. en octobre 2006, et Mm. il me dit, mais vous parlez de ce que vous voulez, de toute façon, c'est juste pour les images. Et effectivement, j'avais ce jour-là sur mon bureau des notes que j'avais prises sur cette histoire de chance, parce que je Mm. devais écrire en fait pendant le week-end, donc on était le vendredi, et je devais D'accord. écrire en urgence pendant le week-end une chronique pour un magazine qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle, je crois, Emploi Cadre. D'accord. Voilà. Et j'avais les notes. Je dis, écoutez, tiens, j'ai mes notes, je les relis rapidement. Allez, on va faire un truc rigolo. Ah, Surtout top. qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est très important à savoir, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu. Ouais. Sous-entendu, je faisais ça pour leur rendre service, mais cette vidéo, elle ne serait jamais diffusée à personne. Donc, Ouais. j'y allais, quoi. Bah, C'était en tout c'est les cas, meilleurs moments ça parce qu'elle dure est cinq vraiment géniale. minutes. Voilà, c'est Et top. ils l'ont capté, ils l'ont Ouais. mise de côté. Le Mm. projet pour lequel ils voulaient l'utiliser n'a jamais eu lieu. Et 2 ans après, donc c'était en 2008, le responsable des étudiants avec qui j'avais fait ça m'a dit, écoutez, le projet n'aboutira pas. Il nous reste néanmoins il nous reste la vidéo. On vous la donne en Mm. MP4. Et pour vous remercier, on vous la met, on a des geeks, là, donc on vous met ça sur YouTube, sur Ouais. Dailymotion, puis on verra bien ce que ça donnera. Ça fera de l'image pour l'école, enfin, ça sera pas mal. C'est Ils top. ont mis ça, et là, il y a un espèce de buzz qui s'est Voilà, fait c'est ça. sur une vidéo qui avait été improvisée. Il y avait Ouais. eu une seule prise, avec une lumière très médiocre, dans des Ouais. conditions techniques dégueulasses. Mm. Et ça a fait un buzz. Et j'en ai fait, je sais pas combien de vidéos, j'en ai fait plus de 100. Mm. C'est toujours celle-là dont on me parle. Eh ben voilà. C'est Bah nous, rigolo. franchement, oui, oui, bah moi je trouve ça génial de connaître les dessous de cette vidéo Voilà. parce qu'on en a beaucoup parlé donc au Périscope, la coopérative dont je fais partie, et tous mes étudiants en profitent aussi en début d'année, donc c'est génial. Ça n'a pas servi à vos étudiants, mais ça sert aux nôtres. Après, ça a servi à plein de gens et j'en étais ravi. Ouais, bon bah génial. Eh ben merci beaucoup Philippe Gabillet pour cette interview. Mais Juste merci, pour finir, Magali. est-ce que vous avez quelques petits mots à nous dire sur votre actualité? Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part en conférence ou voilà. Oh ben, là, je suis en fait à la veille d'une bifurcation, puisque j'entame ma dernière année à l'ESCP, puisque Ah, je serai retraité retraité de l'enseignement supérieur uniquement. d'accord. Et je suis en train de préparer l'après, et qui va être au niveau bouquin. Là, le prochain livre que je vais écrire, je vais passer le flambeau. Mon prochain livre, je vais l'écrire à quatre mains D'accord. avec ma fille aînée. Ah, Voilà. génial. Voilà, avec qui nous allons écrire à deux un livre sur comment faire s'engager les gens. Comment D'accord. faire s'engager les autres, c'est d'actualité. Voilà, on va faire ça. Et puis je vais continuer, bien sûr, à faire des conférences sur divers sujets. Et puis j'ai des projets. J'ai des projets d'écriture, j'ai un projet de Ok. roman historique, j'ai un projet de pièce de théâtre. Mais là, je vais D'accord. partir sur d'autres choses qui n'ont plus rien à voir avec la psycho, avec l'entreprise, avec quoi que ce soit. Là, je pars pour au moins 20 ans où je vais m'intéresser à d'autres choses. Bah, Voilà. des nouveaux sujets. Puis j'imagine que tout Voilà. ça sera sur votre site internet, Oui, oui, tout que je ça. diffuserai aussi en lien à la fin du Le podcast. site continuera à raconter tout ce que je fais. Voilà. Bon, bah, très bien. Merci Philippe Et Gabillet. Magali, merci infiniment. Merci infiniment Merci. pour cet entretien. Bon, c'était génial. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.